Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Alain Bentolila, l'auteur de Pour une école de la résistance aux éditions Odile Jacob. En France, l'école publique, gratuite et obligatoire, est une chance extraordinaire donnée à chaque enfant de s'instruire et d'apprendre à penser pour comprendre le monde et s'y faire une place heureuse. Néanmoins, et depuis maintenant des décennies, l'école semble être de moins en moins capable de remplir ce rôle aussi beau que capital pour une société et son devenir. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment l'école publique peut-elle retrouver toute sa notoriété et son sens ? Quelle mission et ambition doit relever et exposer l'école pour faire face aux défis d'aujourd'hui ? Et quels pièges doit-elle éviter ? Afin de mieux comprendre les enjeux auxquels est confrontée l'école ainsi que les solutions pour y faire face, nous recevons Alain Bentolila, professeur de linguistique à l'Université de Paris et l'auteur de nombreux ouvrages à succès comme Le Verbe contre la barbarie, Parle à ceux que tu n'aimes pas ou encore Nous ne sommes pas des bonobos. Son dernier ouvrage, qui nous rassemble aujourd'hui, s'intitule Pour une école de la résistance aux éditions Odile Jacob. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Alain Bentolila, bonjour. Bonjour. Votre ouvrage s'intitule Pour une école de la résistance. C'est un titre fort qui laisse supposer que l'école doit armer les enfants. Contre qui et pourquoi ? C'est dans la ligne évidemment des livres que j'ai écrits, de certains des livres que j'ai écrits auparavant, c'est-à-dire ces livres qui disent que des forces obscures nous menacent et chaque jour de plus en plus fort, et ces forces sont portées en plus par des médias qui sont des médias puissants et qui rendent très difficile la réponse. Je pense aux réseaux sociaux, par exemple, qui fait qu'en fait, si vous voulez, une parole de menace, une parole de préjugé, une parole de manipulation est une parole qui est relayée d'une façon extrêmement efficace, entre guillemets efficace, bien sûr. Il est vrai, si vous voulez, que nos enfants, quand ils sortent de l'école, rentrent dans un monde qui est un monde dangereux. Ce monde dangereux, c'est un monde qui les tente. Je dis à un moment donné dans le livre, il faut qu'ils échappent à la délicieuse tentation du meurtre. C'est-à-dire le fait que ce que nous disons être le tabou des tabous, c'est-à-dire tuer l'autre, est devenu une tentation délicieuse parce qu'elle comble quelque chose et qu'elle ouvre des promesses. Et donc cette question et cette idée m'amènent à dire: que pouvons-nous ? Croyez-moi, vous qui m'écoutez, il ne s'agit pas de pointer du doigt quiconque. J'en ai après tous les imbéciles, tous les radicaux, d'où qu'ils viennent, de quelque confession qu'ils soient, tous ceux qui menacent la liberté de penser, tous ceux qui menacent l'ouverture à l'autre, l'amour qu'on peut lui donner, sans préjugés. Et donc c'est contre ceux-là que je voudrais effectivement faire en sorte que nos enfants soient résistants, résister à. Et donc, à partir de ce moment-là, certains me diront: oui, mais monsieur, si vous voulez résister à des actions barbares, il n'y a qu'à renforcer la police, il n'y a qu'à multiplier les interventions armées sur les théâtres extérieurs, il n'y a qu'à mettre des portiques devant toutes les écoles, etc., etc. Et je leur dis, certes, il faut protéger nos enfants de façon concrète et matérielle. Il faut protéger les populations contre des actes terroristes. Il faut effectivement le faire. Mais peut-on penser que, effectivement, le fait d'accumuler des protections, de dresser des remparts, si j'ose dire, nous garantit que les choses iront mieux et que nous remporterons la victoire finale, la victoire morale? Non, certainement pas. Nous nous heurterons toujours à ces dictateurs et à ces terroristes qui, d'un même pas, avancent vers nous et nous disent, en fait, finalement, qu'ils ne capituleront pas. La situation en Ukraine aujourd'hui est emblématique de ce que je dis là, c'est-à-dire que comme nous avons en face de nous des fanatiques radicaux qui n'ont pas la même conception de la vie et de la mort que nous, nous avons en face de nous aujourd'hui un dictateur qui n'a pas la même conception de la vie et de la mort que nous. Et de sa vie et de sa mort, mais aussi de la vie et de la mort des autres. Et par conséquent, nous perdrons toujours
Si nous restons uniquement sur le plan militaire, sur le plan de la bataille, des armes et de la course à l'armement, nous perdrons toujours. Parce qu'au bout du bout, pour prendre l'exemple de l'Ukraine aujourd'hui, au bout du bout, la question qui est la question de la bombe nucléaire, qui était une dissuasion, peut devenir une promesse. Parce que nous n'avons pas la même conception, donc nous serons toujours vaincus. Qu'est-ce qui nous reste ? Il nous reste nos enfants. Il nous reste, alors oui, mais nos enfants, ils sont petits. Et là, ils sont au bord des pays baltes. Ils sont presque franchis la frontière. Oui, mais il faut les arrêter, bien sûr. Mais si vous voulez que ça ne se reproduise pas encore et encore, seule la raison de nos enfants est susceptible de les arrêter, parce que la raison de nos enfants, c'est la raison qui dira non à tous les romans faux, à tout le révisionnisme qui sont à l'œuvre aujourd'hui, que ce soit le révisionnisme d'une religion à laquelle on fait dire des choses fausses, ou le roman que nous sert Poutine aujourd'hui et qui n'a jamais existé, qui est faux, qui est véritablement révisionniste. Et contre cela, seule la raison de nos enfants peut fonctionner. C'est pourquoi j'ai appelé ce livre pour une école de la résistance, parce que je veux que mon école soit une école qui permettent, à travers la force intellectuelle, la fermeté, la rigueur, le discernement, mais aussi une langue puissante, précise. Parce que sans la langue puissante et précise, il n'y a pas de pensée. La défaite de la langue, c'est la défaite de la pensée. Et par conséquent, en travaillant sur la langue et la pensée à l'école, qui doit être la priorité des priorités, on peut espérer que nos enfants, devenus grands, sauront d'abord accorder quelque chose qui est absolument fondamental, qui est le fait qu'ils sont des hommes, nous sommes des hommes, avec un grand H, bien sûr. Pas de procès en féminisme, mais nous sommes des hommes. Et parce que nous sommes des hommes, nous savons, si vous voulez, que le principe fondamental, ce qui fait que nous sommes des hommes et pas des bonobos, titre de mon dernier livre, c'est que le principe qui fait notre spécificité, c'est que nous nous interdisons de sacrifier le plus vulnérable. Pour être un homme, il faut comprendre que parce que quelqu'un est vulnérable, il doit jouir de la plus grande protection. C'est ça ce qui nous distingue de toutes les autres espèces. C'est le fait de dire « tu es faible ». Tu es faible parce qu'enfant, parce que femme. Parce que femme, physiquement, oui, je ne suis pas honteux de dire que voilà, la force physique n'est pas nécessairement du côté sauf quelques boxeuses qui m'enverraient au tapis sans problème. Mais si vous voulez, la vulnérabilité est la plus surprotection. C'est une pensée qui nous rapproche de Lévinas, c'est la protection. La vulnérabilité est la plus surprotection. Eh bien, je veux que les enfants à l'école apprennent ces principes-là. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'école produit une forme de vulnérabilité intellectuelle ? Oui, malheureusement. Si vous voulez, on ne peut pas imaginer qu'après 14 ans d'école, des filles et des garçons, 14 ans, c'est long quand même. Vous imaginez que pendant 14 ans, ils se sont levés tous les matins, parce que c'est ça l'école. On se lève le matin pour aller à l'école. Bon. Donc, on a la chance ici, contrairement à certaines régions du Maroc, de ne pas avoir 10 km à faire ou 15 km à faire pour y aller. Moi, j'ai vu ça, j'ai connu ça. Donc, l'école est au coin de la rue ou à l'arrêt du bus. Mais la vraie question, si vous voulez, c'est qu'effectivement, ils se lèvent tous les matins pendant 12 à 14 ans. Et ils sortent de là. Et certains d'entre eux, pas tous, mais certains d'entre eux, sont vulnérables. Le mot que vous avez utilisé, la vulnérabilité. Ils sont vulnérables, c'est-à-dire qu'en fait, ils ouvrent leur esprit à ce qu'ils devraient repousser après analyse. C'est-à-dire qu'en fait, ils reçoivent un discours ou un texte, ils accordent de la valeur à ce discours et à ce texte, non pas par le contenu de ce texte et de ce discours, mais par le type qu'il a écrit. Par son statut, par sa clinquance apparente. Et donc, si vous voulez, il va se laisser avoir, alors que pendant 14 ans, on a été censé
lui donner ce discernement, cette fermeté d'esprit qui lui permet de dire non et de dire pourquoi il dit non. Parce qu'il suffit pas de dire non. L'école n'est pas là pour apprendre à dire non. Ce serait trop triste, hein, parce que il pourrait dire non pour les pires raisons. Il faut dire non et dire pourquoi on dit non, au nom même de la logique, au nom même de ce qui fait que nous sommes ensemble, des valeurs, logique, valeurs, rigueur, beauté. Hein. C'est laid, donc je n'en veux pas. C'est faux, donc je n'en veux pas. Et donc, si vous voulez, c'est là-dessus que l'école doit absolument insister. J'ajouterai une chose peut-être, si vous me permettez. Le propre de l'homme, c'est aussi de laisser une trace. D'une part, de ne pas sacrifier le plus faible, mais c'est aussi de laisser une trace de lui-même. Or, et les deux choses vont ensemble, laisser une trace de soi-même, ça peut se faire de façon très différente. Soit je laisse une trace parce que je vous ai flanqué un coup de poing, parce que vous êtes vulnérable, justement, et je laisse ma trace possiblement meurtrière sur vous. Et donc, c'est une façon de laisser sa trace, ou casser tout simplement quelque chose, hein. Casser, meurtrir, etc. Ou bien, je laisse une trace paisible, et là, c'est la langue. La langue est justement le propre de l'homme. Les animaux ne parlent pas. C'est pas parce que leur glotte est pas suffisamment haute, hein, que les animaux ne parlent pas, comme certains vous diront, ah oui, mais c'est juste parce que c'est une question de position de la glotte. Non, pas du tout. Les animaux ne parlent pas tout simplement parce que ils n'ont pas cette capacité effective de s'adresser à l'autre et de le prendre en compte. Et donc, les traces humaines sont des traces qui sont laissées sur l'intelligence d'un autre par une autre intelligence. Parce que souvent, moi j'ai beaucoup défendu l'idée que violence et faiblesse de langue allaient de pair. Je ne peux pas parler, donc je ne peux pas laisser cette trace pacifique, et par conséquent, je frappe. Et je passe à l'acte parce que je n'ai pas cette capacité de laisser une trace de moi-même acceptée par l'autre avec bienveillance, mais aussi donner avec énormément de bienveillance. Et donc, si vous voulez, cette question-là est une question absolument essentielle. Pourquoi on donne une langue forte à nos enfants ? On donne une langue forte à nos enfants pour deux raisons. La première, c'est celle que vous avez dite tout à l'heure. On ne veut pas qu'ils soient vulnérables. On ne veut pas qu'ils soient crédules. Et donc, comprendre l'autre, ça veut dire avoir les mots pour le comprendre, etc. Et deuxièmement, on leur donne une langue ferme et forte parce que on veut qu'il soit capable de s'en servir pour échanger des idées et non pas des coups. C'est une des questions qui est posée à l'école aujourd'hui. Mais vous voyez, quand même, je veux dire, les candidats aujourd'hui, tous disent « Ah, l'école est un sujet formidable, il n'y en a pas un qui parle de l'école ». C'est extraordinaire. Je veux dire, le président n'a pas le temps de parler grand-chose, donc de toute façon, il parle pas. Mais quelqu'un comme Pécresse, qui est présidente de la région Île-de-France, Dieu sait si la région Île-de-France est une région où la question de l'illettrisme est importante, elle est centrale. On n'a pas entendu dire 3 mots sur l'école. C'est extraordinaire, quand même. Alors, vous affirmez dans votre livre que la distinction traditionnelle entre une école chargée de l'instruction de ses élèves et des familles responsables de l'éducation de leurs enfants est aujourd'hui dépassée. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, l'instruction, éducation, c'est la vieille dichotomie. Hein. Les familles s'occupent de l'éducation, c'est-à-dire la morale, tout ce qui touche à la spiritualité, au comportement social, à l'éthique, etc. Hein, ne pas mentir, etc. Bon, ça c'était l'éducation. Hein, la famille construit un être moral. Hein. Et de notre côté, l'école, elle est chargée de l'instruction, c'est-à-dire de l'empilement des savoirs. En gros, c'était ça. Et donc, comme on voulait surtout préserver une laïcité d'une pureté absolue, on ne voulait pas que ces enseignements mous, hein, la morale, etc., rentrent dans l'école parce qu'on ne sait jamais. Hein, Dieu pourrait peut-être s'infiltrer et puis tout d'un coup arriver dans l'école et on était fichus parce que voilà, il y avait l'Église d'un côté, mais c'est surtout la famille. Et tout ce qui était de l'ordre de la spiritualité, etc., c'était la famille. Or, nous voyons bien que ça n'est plus le cas aujourd'hui. D'abord parce que la famille n'a plus
autant de temps qu'auparavant. Alors là, je voudrais m'expliquer en 2 mots de façon à ce qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est vrai, si vous voulez, que les familles aujourd'hui ont moins de temps à consacrer aux enfants. Et donc mettent plutôt les enfants dans les mains d'autres, que ce soit la crèche, que ce soit la nounou, etc. Et donc ces autres-là, ils font ce qu'ils peuvent. Mais loin de moi l'idée de dire, mon Dieu, que le temps était joli quand nos femmes étaient à la maison. À la maison. Non, vous voyez, bien sûr, on pourrait penser ça. On pourrait dire, Bentolila, réactionnaire. Non, pas du tout. Moi, je dis que la plus belle chose qui ait pu nous arriver ces dernières décennies, c'est que les femmes prennent toute leur place, fortes, puissantes, égales dans la société. Et ça ne peut qu'améliorer un certain nombre de choses. Cela étant dit, c'est vrai aussi qu'on ne peut pas les condamner à être déchirés entre le besoin que l'enfant a d'elle et elles le sentent parfaitement, parce que moi je ne suis pas de ceux qui pensent que père-mère c'est pareil. Non, père-mère c'est pas pareil. La mère c'est la mère et par conséquent on a là quelque chose qui est une mère ressent qu'un enfant a besoin d'elle. Et d'un autre côté, elle a le droit absolu d'aller jusqu'au bout de son accomplissement professionnel, de tous ses accomplissements. Et donc, à partir de ce moment-là, l'État n'a rien fait pour compenser la juste liberté de s'accomplir que l'on donnait aux femmes. Et donc, ce qui trinque, c'est les petits-enfants, c'est-à-dire le fait que, effectivement, ces enfants, notamment au plan linguistique, n'ont pas l'accompagnement que l'on pouvait espérer au plan moral, etc. D'où la question que je posais tout à l'heure, la famille s'occupe de moins en moins de l'éducation, c'est-à-dire de la façon de penser, de la façon de regarder le monde, de la façon de parler, de la considération que l'on donne à l'autre, du fait qu'il a conscience que l'autre ne sait pas ce qu'il va lui dire, et donc on lui doit quelque chose. Donc tout ce qui est de l'ordre de la probité et de l'éthique, qui était du côté de la famille, petit à petit s'est trouvé moins présent, moins mis en évidence. Et donc, cette dichotomie éducation-instruction tombe, parce que à l'école incombe, parce qu'on ne peut pas laisser l'enfant sans règles morales et sociales. Donc, l'école doit nécessairement en faire plus. Et ça nous impose aussi aujourd'hui de mettre en place une alliance entre l'école et la famille. Je crois que plus que jamais, malheureusement c'est pas le cas, mais plus que jamais, l'école doit faire alliance avec la famille alliance avec l'école pour que la famille accompagne l'instruction et pour que l'école accompagne et renforce l'éducation. Et donc c'est pour ça que je dis, cette vieille dichotomie éducation-instruction n'a plus cours aujourd'hui. Si on veut que l'école entre en résistance, il faut absolument que famille et l'école fassent alliance pour faire en sorte qu'elles puissent faire de ces enfants des jeunes, des jeunes à la fois libres et fermes d'esprit. Comment s'incarne cette alliance, en fait, concrètement, entre la famille et l'école ? Pour l'instant, ça ne s'incarne pas. Comment on fait pour le faire incarner ? Ça voudrait dire, si vous voulez, qu'on repense l'école sérieusement. J'ai un chapitre dans le livre que je situe d'ailleurs dans l'exemple que je donne, c'est l'exemple des ghettos, en disant comment est-ce qu'on peut sortir l'école des ghettos. Parce que vous savez, quand rien ne manque à la maison, quand les écoles sont rutilantes et voilà, tout baigne. Là où les questions se posent, c'est quand la maison ne permet pas d'avoir véritablement un accompagnement serein des enfants, et lorsque les écoles elles-mêmes, prises dans le piège du ghetto, ont énormément de mal à s'en sortir. Et donc, il faudrait repenser complètement, inventer une école qui soit une école où les parents sont les bienvenus. Et là, je ne vais pas faire plaisir à tout le monde dans l'éducation nationale, mais où ils prennent pas le pouvoir, mais ils prennent leur pouvoir, leur juste place. Alors, je ne dis pas que les parents doivent choisir la méthode de lecture de leurs enfants. Chacun a ses compétences. Mais venir à la fin de la journée, convier les mères
souvent d'origines différentes, avec des langues différentes, des histoires différentes. Les convier à une demi-heure de conte, par exemple. Moi, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, à Waterloo, une école rurale extrêmement défavorisée, où il y avait 3 fois par semaine, il y avait une cité où il y avait des Sénégalais et des Maliens. Et dans une classe, la maîtresse invitait les mères. Et petit à petit, elles étaient venues volontiers. Voilà. Et elles venaient raconter des histoires en sérère pour les Sénégalaises, en Himalaya pour les Maliennes. Personne ne comprenait rien. Personne ne comprenait. Mais les enfants étaient fascinés. Fascinés. Et qui permettait de comprendre ? Les petits Maliens et les petits Sénégalais qui devenaient les héros de l'histoire, puisqu'ils étaient les seuls à faire le lien entre le français et puis cette langue-là. Et petit à petit, tout a changé dans cette école. Ça durait une demi-heure, pas plus, hein, on n'empiétait pas sur les mathématiques, etc. Mais c'était formidable. C'est une école aussi où le conseil d'école était un vrai conseil d'école. C'est-à-dire où chacun avait son mot à dire. C'était une école où à la fin, le week-end, on avait des formations ouvertes aux frères et aux sœurs, aux mères qui voulaient apprendre le français. Et donc, c'est ça l'école ouverte. Alors, ça ne veut pas dire qu'on recule du moindre pas sur les exigences de l'école républicaine. Pas du tout. Le programme, c'est le programme, etc. Mais c'est autre chose. Une école qui accueille et qui dit... Vous savez, parce que qu'est-ce qui dit l'aspect républicain et les valeurs républicaines dans une communauté lorsqu'elle est ghettoisée ? Soit on laisse ça à de vagues associations qui la plupart du temps ne font pas grand-chose, voire font des choses répréhensibles. Ou bien on dit que c'est l'école. Mais si c'est l'école, alors c'est pas l'école telle qu'elle est aujourd'hui, cadenassée, fermée, etc. C'est une école qui, au contraire, dit venez, entrez, vous êtes les bienvenus. Donnez-nous ce que vous pouvez nous donner et prenez ce que nous pouvons vous donner. C'est ça, l'école de demain. Normalement, ça devrait être une école comme ça. Vous affirmez que plus que jamais l'école doit se donner aujourd'hui pour projet de construire une spiritualité laïque. Alors Qu'est-ce que c'est ? Comment vous définissez une spiritualité laïque ? Alors, spiritualité, ça veut pas dire religion. Déjà, hein. La spiritualité, c'est quoi ? La spiritualité, c'est le fait que l'homme constitue la seule espèce qui a à la fois conscience de son existence singulière. C'est-à-dire que nous avons conscience, vous et moi, de notre existence singulière. Ce que nous avons vécu, voilà. Et c'est comme ça que nous vivons. C'est-à-dire nous avons conscience de vivre. Mais en même temps, et vous et moi, nous avons conscience qu'un jour, cette existence singulière se finira. C'est-à-dire, nous avons conscience du caractère inéluctable, de la dissolution de notre existence singulière. Donc la conscience existentielle est une conscience qui, en même temps, est une conscience qu'on sait éphémère. Et donc nous sommes pris depuis très tôt, certains enfants extrêmement tôt, par ce terrible malaise, l'absurdité, dirait Camus, ce terrible malaise qui est le malaise de voir n'être plus et en même temps d'être. Et donc ce malaise-là, tous les hommes avec un grand H, essayent de trouver des solutions pour le vivre un peu mieux, pour en avoir moins peur, pour être moins terrifié, pour pas devenir fou. Enfin, voilà. Et donc, cette question-là, la seule réponse, c'est la spiritualité. C'est-à-dire, lever les yeux. Et je dis souvent, lever les yeux, regarder vers le haut, même s'il n'y a personne. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est lever les yeux au ciel, même si on sait qu'il n'y a personne. On peut être athée et spirituel, entre guillemets. C'est-à-dire avoir le sentiment de la spiritualité tout en ne croyant pas ni à Jéhovah, ni à Allah, ni à Jésus. Voilà. Et c'est là la frontière, si vous voulez, entre spiritualité et religion. Dès l'instant où on fait bien cette différence, alors, effectivement, on peut associer laïcité et spiritualité. C'est-à-dire, parce que si l'école se laisse voler
la spiritualité par les faux prophètes, ils transformeront la spiritualité en religion sectaire. C'est ça la grande question. Si l'école a peur, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la dichotomie éducation-instruction, si l'école a peur de prendre en compte la spiritualité, mais une spiritualité universelle, pas une spiritualité dogmatique, on refuse le dogme, mais on croit en l'élévation. Et spiritualité, c'est l'esprit. C'est pas le Saint-Esprit, la spiritualité, c'est l'esprit humain. Pour moi, la spiritualité n'a rien à voir avec les rituels, etc. Vous voyez, je prends du temps pour expliquer ça. C'est pas si simple que ça. Mais si on n'accepte pas de faire cette grande distinction, à lier le laïque et le spirituel, alors effectivement, l'école laissera à d'autres malveillants le soin d'associer des rituels et des noms au spirituel. Et là, effectivement, on retrouvera les dangers des guerres de religion. Les guerres de religion, c'est pas le spirituel. Le spirituel réunit les hommes. Parce que justement, c'est pour ça que j'ai pris soin au début de vous dire, si nous nous élevons vers la spiritualité, c'est parce que nous avons cette pression de la conscience d'être mortel. J'avais écrit un article un jour qui était en fait en disant « Seule la mortalité nous a donné l'écriture ». C'est la mortalité qui nous donne l'écriture. Si nous écrivons, si moi j'écris, c'est pas compliqué. J'écris parce que je sais que je vais mourir un jour. Voilà. Et donc, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la trace, c'est le fait que, sachant que je vais mourir un jour, je ne me résous pas à ce que tout disparaisse de moi. Et donc, je veux que mon esprit, c'est ça la spiritualité, que mon esprit soit conservé par quelqu'un que je ne connais pas. C'est comme ça que les choses se font, et si l'homme a inventé l'écriture il y a 3500 ans, et il l'a inventé parce que justement, il ne pouvait pas se résoudre à ce que son esprit disparaisse tout à fait. Quand je dis écrire, ça veut dire écrire une page, écrire un article, écrire un livre, voilà. Écrire, laisser une trace de son esprit pour quelqu'un que je ne connais pas. Et donc, cette question-là est une question qui, à mon sens, est une question essentielle. Il faut absolument que l'on comprenne que l'école doit être à la fois spirituelle et laïque. Laïque parce que elle ne dit pas en qui il faut croire. Spirituelle parce qu'elle croit dans l'esprit. Elle croit dans l'esprit. Et donc, elle ne peut pas être purement matérialiste, cette école. Sinon, effectivement, à d'autres le soin de... Parce que ces enfants ont besoin de spiritualité. Les enfants ont besoin de spiritualité. Justement, vous évoquez une étude récente sur l'absentéisme et analysez que ce ne sont pas seulement des élèves en situation de précarité et d'échec qui sèchent les cours. Le manque d'envie est très largement partagé par tous ceux qui constituent la classe moyenne désenchantée, déscolarisée. Comment expliquez-vous ou est-ce que, effectivement, ce qu'on vient de dire sur la spiritualité explique aussi ce désamour pour l'école ? Évidemment. Si vous voulez, l'enchantement, ça ne peut pas être le fait de savoir déchiffrer laborieusement un texte. Ça ne peut pas être le fait d'écrire 3 lignes pour envoyer un texto à un copain pour lui demander ce qu'il est en train de faire et lui donner rendez-vous. C'est pas ça qui enchante. Et l'école, si elle veut enchanter, il faut qu'elle vise beaucoup plus loin, beaucoup plus haut que cela. Or, effectivement, l'école a tendance aujourd'hui à se rétrécir sur les mécanismes. Mécanisme en mathématiques, mécanisme en lecture, mécanisme en écriture, c'est-à-dire ce qui est un espèce d'automatisme qui se fait. Elle ne dit jamais à ses élèves, si tu fais cet effort, tu auras ce que j'appelle un retour sur investissement intellectuel. C'est-à-dire, ça vaut le coup de faire l'effort. Il faut pouvoir dire à un élève aujourd'hui, moins qu'avant, vous voyez, moi, mon père était instit en Algérie et en fait, jamais de sa vie, il n'aurait eu l'idée d'avoir à justifier l'utilité de ce qu'il apprenait à ses élèves parce que ça tombait sous le sens. Mais aujourd'hui, non. J'ai dit tout à l'heure, on se lève tous les matins
Pour se lever tous les matins sans trop rechigner, il faut qu'on ait une idée de ce que l'on va gagner. Qu'est-ce que je saurai à la fin de cette journée d'école que je ne savais pas? Qu'est-ce que je ferai à la fin de cette journée d'école que je ne savais pas faire? Et cette question-là est une question absolument essentielle. Si l'école n'est pas fichue aujourd'hui d'expliquer aux enfants que étudier, c'est gagner du pouvoir personnel, effectivement, on aura de plus en plus de désenchantés. C'est-à-dire ceux qui se posent la question, pourquoi est-ce qu'il faut que j'apprenne à lire? Si apprendre à lire, c'est juste apprendre à oraliser, à déchiffrer, vraiment, c'est pas très excitant, franchement. Par contre, si l'école m'apprend les moyens d'entrer dans des univers extraordinaires, de dire des choses extraordinaires, je dis souvent aux instituteurs, je leur dis, vous savez, apprenez à vos élèves à écrire ou à dire que le chou a mangé la chèvre. Parce que la chèvre ait mangé le chou, très honnêtement, c'est pas extraordinaire. Et on peut pas démontrer la force de la langue et de la pensée si on ne montre pas que la langue est capable d'inventer. Hein. Le sous-titre On n'est pas des bonobos, c'est créateurs et créatures. Il faut que l'école dise vous êtes des créateurs et non pas des créatures. Hein. Et donc les créateurs, c'est celui qui sait dire la chèvre. Non pas la chèvre a mangé le chou, mais le chou a mangé la chèvre. Et de se dire, qu'est-ce que serait un monde où les choux mangeraient les chèvres? Et vous voyez, c'est une des questions qui me semble une question essentielle. Est-ce que l'école est capable aujourd'hui d'apporter la preuve, effectivement, qu'elle fait des promesses magnifiques et qu'elle permet d'avoir sur le monde et sur les autres un pouvoir que l'on n'avait pas? Autrement, effectivement, ça n'est qu'une obligation. Et malheureusement, on est en train d'aller de plus en plus vers une école qui est une école de l'obligation. Soit obligation pour réussir dans la vie, soit obligation parce que sinon on coupe les allocations. Et c'est la pire des choses. À quoi bon se battre pour tenter de laisser à ceux qui arrivent une planète vivable, entre guillemets, si leur esprit, privé de mémoire, incapable de questionnement et sans désir d'élévation, était condamné à errer dans un désert culturel et spirituel, à la merci du premier mot d'ordre, trompé par le moindre mirage, impressionné par l'image la plus dérisoire. Les élections présidentielles sont pour bientôt. Et je dis la chose suivante. Avant de mettre dans l'urne un bulletin, demandez-vous donc lequel des candidats sera capable de s'oublier lui-même, d'accepter le caractère éphémère de sa fonction, d'être conscient du caractère limité de sa propre vie, lequel sera capable de dire « je ne verrai peut-être pas » ni en tant que président, ni peut-être en tant qu'être humain, les effets de mes décisions. Et c'est pourtant ce qui fait la beauté de la mission à laquelle j'aspire. Alain Mentolila, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? Parce que, si vous voulez, le vrai danger, c'est qu'effectivement, beaucoup de nos dirigeants et de nos responsables ne comprennent pas qu'en matière d'éducation, c'est le temps long qui compte. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'ils peuvent espérer, ils ne pourront pas voir les résultats immédiatement de leurs décisions. Ils prennent des décisions fortes et elles seront d'autant plus fortes que leurs conséquences sera une conséquence sur des générations. Et donc, si vous voulez, le grand problème d'un ministre de l'Éducation, c'est cette capacité de comprendre qu'il ne peut pas se servir de sa fonction pour faire sa gloire. Sa gloire n'apparaîtra peut-être que dans 2 ou 3 générations, lui ne sera plus ministre. Et donc, la beauté de cette fonction est liée à la capacité de s'oublier soi-même.
il faut savoir s'oublier, et pourtant, il faut savoir décider. Prenons un exemple. C'est le dédoublement des classes de REP+ et REP en CP et CE1, qui est une des décisions à laquelle j'ai applaudi et que j'avais appelé dans plusieurs livres de mes vœux, en disant à 24 ou 25, voire 30, il est extrêmement difficile d'accorder à chacun à la fois l'attention et la diversité des choses dont il a besoin. Un tel n'a pas besoin de la même chose qu'un autre. Donc il ne faut pas dépasser 7 ou 8 pour un atelier. Donc quand on a dédoublé, on est à 12, on peut effectivement travailler. Cela étant, c'est très bien. Est-ce que cette décision-là a été suivie d'un extraordinaire changement des compétences des élèves? Non, bien sûr que non. Pourquoi ? Parce qu'il faut du temps. Parce qu'il va falloir beaucoup de temps. Il faut du temps aux enseignants pour s'habituer à inventer une pédagogie nouvelle à 12, alors qu'ils avaient l'habitude d'en avoir 30. Et il faut laisser le temps aux enfants, petit à petit, de s'imprégner de ces perspectives, notamment, par exemple, de la pédagogie de la compréhension. Quid du défaut de vocation et de la valorisation des enseignants ? Alors là, j'ai un chapitre terrible sur la question de la formation des enseignants. Pour résumer, si vous voulez, je pense que le drame de la formation des enseignants, c'est qu'on les confie à l'université. Enfin, en tant qu'universitaire, on va me dire, vraiment, vous crachez dans la soupe. Non, je pense vraiment que à partir du moment où l'université a eu en main et a eu le pouvoir sur la formation des maîtres a périclité. Tout simplement parce qu'un universitaire, sauf cas rare, dont j'espère être, mais bon, voilà, mais sauf cas rare, un universitaire ne sait rien de la classe. Mais par contre, il croit savoir. Et par conséquent, si vous voulez, la grande question, elle est là. C'est-à-dire que les conseillers pédagogiques, inspecteurs, etc., qui interviennent dans les instituts de formation des maîtres, ce sont les petites mains des universitaires qui, eux, savent. Et donc, si vous voulez, petit à petit, tout ça a peu à peu dérivé vers une espèce de formation théorique de bon goût. On est entre soi, etc. Et par conséquent, la formation des maîtres est devenue quelque chose de médiocre, de très médiocre. Et donc alors ajoutant à cela, si vous voulez, le fait que la carrière d'enseignant, la mission d'enseignant a complètement périclité, et effectivement qu'on n'a plus de vocation. Ça vous explique pourquoi, dans certaines académies particulièrement, on va chercher des maîtres sur le bon coin. Ça existe. Ça existe. Dans l'Académie de Créteil, on a été faire des propositions de remplacement long terme sur le bon coin. Et on accepte au concours de prendre des gens à 6 ou 7 sur 20. C'est ça. Quand on a dit ça, on a compris quand même. Vous écrivez, une école qui ne combat pas l'addiction de ses élèves aux images et aux écrans les expose aux pires manipulations. Comment l'école peut-elle lutter contre cette addiction quand elle-même propose des iPads aux enfants dès l'entrée au collège et que les parents équipent leurs enfants de téléphones portables dès leur plus jeune âge ? Bien sûr, oui, mais c'est vrai. Et encore une fois, je voudrais pas qu'on se trompe. Moi, je me sers d'un téléphone portable, je me sers d'un ordinateur, et je n'interdirai pas, ni à mes enfants, ni à mes petits-enfants, de s'en servir. Ce qu'il faut, c'est leur apprendre à s'en servir. C'est à ne pas être esclave, mais pouvoir les utiliser quand on peut les utiliser. Parce qu'il y a deux façons d'utiliser ce genre de choses. D'une part, si vous voulez, il y a l'aspect purement communication des choses, c'est-à-dire réseaux sociaux, etc. Je communique à tout va, j'envoie des images, on m'a vu donc j'existe. Dans ce chapitre, je dis, voilà, on me voit donc je suis. C'est la pire des choses possibles et imaginables. Et donc, ça ouvre d'ailleurs à toutes les dérives de harcèlement, etc. Mais montre-toi pour exister, autrement tu n'es rien. Et montre-toi à poil, c'est encore mieux. Je voyais que le saut que l'on peut faire et qui permet la manipulation et le harcèlement. Donc ça, c'est le côté dangereux. Il faut vraiment faire très attention à cela. Et puis il y a le fait que ces outils-là sont aussi des outils intéressants parce que quoi qu'on dise de Wikipédia, c'est quand même une encyclopédie qui est plutôt
de qualité et où les erreurs patentes existent peu. Donc, il y a aussi cette possibilité-là. Mais il est vrai, si vous voulez, que dire aujourd'hui que ces outils-là et ces écrans prennent le pas sur la façon de dire les choses, s'adresser à l'autre, prendre l'autre en compte, etc., et que la prégnance de l'image est quelque chose de dangereux, il faut savoir le dire. Je pense au bouquin de Desmurger, par exemple, qui dit des choses de façon assez simple et claire. La fabrique du crétin digital. Voilà, fabrique du crétin. Alors, c'est un peu brutal, et ça manque un peu de nuance, évidemment, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ça a quand même l'intérêt de dire attention, faites attention. Et puis en plus, si vous voulez, abandonner ses enfants à l'écran, ça veut dire les priver de ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire ce regard les yeux dans les yeux. Je te regarde. Tu comptes pour moi. Tes paroles comptent et rien n'est plus important que d'être compris de toi. Et donc, si vous voulez... je raconte une histoire, si vous voulez, l'histoire du TGV où vous avez la grand-mère avec son petit-fils en face, une famille accrochée, les pères, mères et enfants sont accrochés à leur tablette, à leur téléphone portable, alors que la grand-mère a son petit-fils à côté d'elle et elle lui décrit les choses et lui dit, tu vois, ça s'appelle une éolienne. Et le gamin, le petit garçon dit, qu'à peu près 5-6 ans, dit éolienne. Elle lui dit, oui, tu vois, éolienne, écoute bien, éolienne, tu entends, c'est à Éole. Et Éole, c'était celui qui faisait le vent. Et le gosse répète ça. Et puis là, tu vois, il y a des champs qui sont des champs de fleurs jaunes. Avec ces fleurs jaunes, elle lui nomme, on fait de l'huile. Ça s'appelle du colza. Et le gamin répète, colza, l'huile, etc. J'étais là et je me dis, voilà 2 mondes. Voilà, on a là 2 mondes qui sont 2 mondes complètement différents. Le monde de ces 3 personnes enfermées chacun, y compris l'enfant qui joue, qui fait ses jeux vidéo, le père, la mère, qui ne sont pas adressés la parole pendant 2 heures de Paris-Lyon, et de l'autre côté, cette grand-mère. Mais est-ce que c'est parce qu'elle appartient au monde ancien? J'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'elle faisait œuvre utile. Alors vous êtes professeur, vous êtes linguiste. Oui, je suis linguiste, absolument. Je ne peux pas vous faire l'économie de la question de savoir ce que vous pensez de l'écriture inclusive. Waouh. Ah oui. Écoutez, très honnêtement, je n'en pense pas du bien. J'avais écrit un article dans Le Monde qui avait été un peu soulevé pas mal de... Non, je pense que la langue n'est pas sexiste. Une langue, elle n'est pas sexiste. Il n'y a rien de plus bête que de dire qu'une langue est sexiste. Une langue n'est pas sexiste. Une langue, elle fait le mieux qu'elle peut pour nous permettre d'exprimer notre pensée de façon au plus juste de nos intentions. C'est ça une langue. Et toutes les langues du monde le font. Que ce soit le français, l'arabe, l'anglais, le chinois, etc. Toutes les langues sont des langues qui essayent de nous donner le maximum de moyens pour exprimer clairement notre pensée. Bon, la langue sexiste, pourquoi ? Parce que il y a en français, c'est vrai que c'est une des rares langues où le genre grammatical existe. L'anglais n'existe. Vous n'avez pas, c'est pour ça que le grenouille, pourquoi pas le grenouille? Voilà. Nous, on est comme ça et on apprend, si vous voulez, de façon implicite, que c'est la grenouille et pas le grenouille et que c'est, la chaise et pas le chaise, et pas la plafond. Voilà. Donc, mais oui, vous voyez, c'est purement arbitraire. Alors, c'est une petite difficulté d'apprentissage, le français, mais d'un autre côté, c'est très intéressant parce que le plafond et la chaise blanc et bleu avec un E à la fin montrent que c'est le plafond qui est blanc et que la chaise est bleue. Et d'autre part, prenez cet exemple qui est un exemple assez intéressant que vos auditeurs vont comprendre avec délice, qui est le suivant: la mort de l'homme que j'ai toujours désiré. Et à désirer ou et eux. Ce petit « e » sépare la malédiction de la déclaration d'amour. Soit c'est la mort de l'homme, c'est-à-dire la mort que j'ai toujours désirée, soit c'est l'homme que j'ai toujours désiré et qui est mort. Et donc, voilà ce que nous permet le français, que l'anglais ne nous permet pas, par exemple. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit simplement d'une marque arbitraire. Il ne s'agit pas des hommes et des femmes. Tout ça n'a absolument rien à voir. Alors, pourquoi est-ce qu'on a dit que le masculin l'emportait sur le féminin ?
Voilà, c'est qui est le grand reproche des Pourquoi ? féministes. Pourquoi ? Tout simplement parce que le masculin est le genre neutre. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas parce que c'est les hommes, hein, on pourrait l'appeler autrement, hein, pour le genre 1, genre 2, si vous voulez, sans problème. Mais le masculin, c'est le genre neutre, c'est-à-dire celui qui, lorsqu'on n'a pas besoin de distinguer, etc., apparaît. Donc, ce qui m'a un peu énervé, c'est que c'est trop facile. Je veux dire, moi, je suis prêt à me battre pour que les femmes soient payées comme les hommes. Je suis prêt à me battre pour que les femmes écopent pas de toutes les tâches à la maison, en plus du reste. Ça, c'est des batailles que je suis prêt à mener de façon forte. Vraiment, hein. Ça, c'est important. Mais se cacher derrière cette malheureuse langue française pour mener des batailles qui ne changeront rien au sort des femmes, je trouve que c'est indigne. Voilà. Alors, vous dédiez votre essai à votre petit-fils Bilal, Oui. porteur de vos espoirs d'un monde de diversité et de tolérance. Alors, en dépit des nombreux défis évoqués dans votre livre, quelles sont les bonnes raisons d'être optimiste aujourd'hui ? Les bonnes raisons d'être optimiste, c'est la confiance que je fais à la nature humaine. Voilà. C'est peut-être naïf, hein, c'est tout ce qu'on veut, mais moi je pense que l'homme n'est pas foncièrement mauvais. Je pense que l'homme n'est pas foncièrement bon. Et que le devoir de l'éducation, de la famille et de l'école, c'est justement d'en faire plutôt de l'orienter vers le bon que vers la méchanceté, la cruauté, etc. Et donc, je n'imagine pas, si vous voulez, qu'il y ait dans la nature humaine un espèce de gène de cruauté et de méchanceté qui est ancré et qui ne disparaîtra pas. Pas du tout, je pense pas. Que je crois beaucoup, je suis plutôt rousseauiste de ce point de vue-là, je crois beaucoup au fait, si vous voulez, que nous avons la possibilité, le devoir et la responsabilité d'orienter nos enfants vers le bien, vers le beau. Hein. Et je crois beaucoup aux valeurs universelles. Hein. Je crois que c'est les valeurs universelles qui nous garantissent et qui nous protègent des valeurs sectaires qui nous séparent, alors que l'universel nous tient ensemble. Voilà, Bilal est le fils d'une de mes filles qu'elle a adoptée au Maroc. Il est formidable, ne me lasse pas de le regarder grandir. Pas suffisamment en ce moment parce qu'on a été longtemps séparés. Mais c'est un enfant qui est à l'aise avec tout le monde, aussi bien avec les petits-enfants d'Asila et de Tanger que lorsqu'il vient à Paris. C'est mon espoir. Voilà. Comment êtes-vous devenu professeur de linguistique ? Alors moi, je suis angliciste de formation. Donc, je suis agrégé d'anglais. Bon. Et puis, je me suis retrouvé agrégé d'anglais à 22 ans. Ce qui est trop tôt. C'est vraiment trop tôt. Parce que je me suis retrouvé au lycée de Châteauroux. Prof d'anglais en terminale à 22 ans. Et j'ai regardé devant moi et je me suis dit, est-ce que dans 40 ans, je serai toujours prof d'anglais à répéter les mêmes leçons, etc. Et j'ai dit non, c'est hors de question. J'ai été pris de panique à ce moment-là. Et j'ai démissionné et je suis revenu à la Sorbonne. Et là, c'est la rencontre avec un maître, voilà, comme toujours. Hein. Je veux dire, les vocations, c'est toujours des affaires d'hommes ou de femmes. Et donc là, j'ai rencontré André Martinet, grand linguiste, et qui m'a fait aimer la linguistique et la langue. Et surtout qui m'a proposé une thèse à ce moment-là, puisque je pouvais entrer en thèse immédiatement. Il m'a proposé une thèse qui était très extraordinaire. Il s'agissait en fait de travailler sur les langues créoles, qui étaient considérées jusqu'à présent comme des sous-langues. Et donc de montrer que ces langues créoles avaient un substrat de langues africaines. C'est-à-dire que les esclaves qui avaient été enlevés sur les côtes ouest de l'Afrique étaient arrivés dans les West Indies, c'est-à-dire les Antilles, françaises et anglaises, et là, ils étaient dispersés. Donc, ils pouvaient plus se parler parce que leur langue n'était pas mutuellement compréhensible. Et donc, condamnés à
à fabriquer un langage commun. Ils avaient pris ce qu'il y avait de commun entre toutes les langues, c'est-à-dire la grammaire, et ils avaient fait tomber le lexique français sur cette grammaire. Et donc, ces langues n'étaient pas des sous-langues, bien au contraire, c'était des langues qui étaient fabriquées sous la pression, évidemment, de la volonté de se comprendre, c'est-à-dire d'avoir une vraie capacité entre esclaves de communiquer. Et donc, j'ai démontré que les langues africaines avaient la même grammaire. Et donc, j'ai commencé comme ça. Donc, j'ai travaillé pendant longtemps sur les langues africaines, puis sur les langues amérindiennes, le quichua, notamment l'Équateur. Donc ça, c'était le vrai boulot de linguiste, celui que tout linguiste devrait faire, c'est-à-dire être capable de décrire une langue qu'il ne connaît pas. Et puis ensuite, dans ces pays-là, je me suis rendu compte à quel point la langue était porteuse d'inégalités. Et donc, j'en suis venu à travailler sur l'analphabétisme, l'école. Et quand il s'est posé la question de la thèse d'État, ça a été sur l'école. Et donc, sur l'école maternelle. Donc, j'ai fait ma thèse sur l'école maternelle, et plus particulièrement sur la façon dont les signes viennent aux enfants entre 4 ans et demi et 7 ans. C'est-à-dire comment l'enfant prend conscience du signe arbitraire, notamment. Comment il passe du dessin au signe arbitraire, ce qui est passionnant comme... voilà, ça a duré 8 ans. Et donc j'ai passé ma thèse d'État. Et donc j'ai été assez rapidement nommé professeur et je n'ai plus quitté ma chaire. Enfin, si, j'allais dire j'ai plus quitté ma chaire. Non, j'ai eu une chaire, je l'ai gardée, mais je me suis toujours intéressé à la cité, quoi. Ce qui se passait évidemment à l'école. En quoi croyez-vous ? En quoi je crois ? Je crois en l'écriture, parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je crois au pouvoir de dépassement de l'écriture, ce qui me porte au-dessus de ma nature éphémère. Et donc, je crois en l'écriture, et mon espoir, c'est que quand le jour sera arrivé, on m'accueille, je ne sais pas qui, mais on m'accueille en me disant non pas est-ce que tu as été juste et bon, mais as-tu suffisamment parlé, écrit et lu. Voilà. Et donc ça, c'est le juif non-croyant qui vous dit ça. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Qu'est-ce qui m'inspire et m'émeut ? Les belles mélodies, les tableaux qui représentent des choses. Je ne suis pas du tout ému par l'art moderne, pas du tout. Enfin, de ce point de vue-là, je suis plutôt un vieux con qu'autre chose. Voilà, mais ça ne m'émeut pas, quoi. Très honnêtement, je ne suis pas touché par... je pense que ce qui est beau n'a pas besoin d'être dit. Alors que l'art moderne, s'il n'est pas dit, n'existe pas. C'est une des questions que je me pose souvent devant des créations voilà, qui ne sont que des prétextes à baratin. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'effraie aujourd'hui ? La récurrence de la folie meurtrière des hommes, oui. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Ça m'effraie quand même beaucoup. Je ne me résous pas à penser que c'est inéluctable, mais je constate que... Moi, mon beau-père est un rescapé d'Auschwitz. Après s'être échappé d'Auschwitz, il s'est réfugié en France après avoir parcouru des milliers de kilomètres. Et il me disait souvent, en fait, je n'ai qu'une peur, c'est de ne pas savoir pardonner. Qu'est-ce qui vous indigne ? Ce qui m'indigne, c'est de profiter de la vulnérabilité des gens pour... manipuler et pour meurtrir. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? Jusqu'à récemment, et encore un peu quand même, c'était de courir. De jouer au tennis. Voilà, malheureusement, et c'est là la question, c'est que voilà, ça devient moins fréquent et surtout moins marrant. Je cours moins longtemps, je cours moins vite. Donc, mais je reste quand même très attaché à ça. C'est aussi... les regrets de l'âge sont aussi ces regrets-là. Heureusement qu'il reste l'écriture. Votre mantra ou la phrase qui vous fait du bien ? J'ai pas de mantra.
J'en ai pas pour une raison très simple, c'est que je ne parle que pour signifier. Et qu'un mantra, par définition, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire que pour moi, la langue porte la pensée. Le mantra enterre la pensée. Je me dis toujours, mais qu'est-ce que ça apporte à ces gentils moines au sari safran de ne plus penser? Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette bizarre idée de trouver les moyens d'arrêter sa pensée? Parce que ça peut nous prendre la tête. Et oui, non, mais c'est le propre de l'homme, c'est de se prendre la tête, justement. En tout cas, certainement qu'on devrait peut-être un peu plus la prendre la tête, ouais. Surtout en ce moment. Ouais. Eh bien, merci. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Eh bien, partagez. Merci. À l'heure où nous faisons face à des enjeux humanistes et écologiques forts, j'aimerais vous quitter avec les mots simples et puissants qu'utilise l'auteur Alain Bentolila pour conclure son livre « Pour une école de la résistance ». Ce n'est pas l'école qu'il faut sauver, c'est l'école qui nous sauvera. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bloomingyoU.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.